Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, ça marche pas du tout. Pour que je vous parle c'est bon, de Vanilla, juste pour la petite anecdote, Vanilla c'est de l'argot et ça veut dire ennuyeux, conventionnel. Bienvenue. Je me présente, je m'appelle Amélie, j'aime me dire que parfois je suis une licorne, je fais du JavaScript, c'est peut-être lié. J'ai fait dans mes heures sombres du AngularJS et je me suis reconvertie, maintenant je fais du React. Je travaille chez Electra, j'aime bien faire de la pelote et ce que j'aime bien aussi c'est faire du sketchnote. Donc voilà, n'hésitez pas à venir m'en parler à la fin, ce sera avec plaisir que j'en parlerai avec vous. J'aimerais que tout le monde prenne un petit instant pour se souvenir un peu de sa tendre enfance, de ce que vous faisiez quand vous étiez au début de vos années de développeur, de votre contexte de travail, de comment vous travaillez, des outils, des librairies, des langages que vous utilisiez, etc. Bref, je ne sais pas pour vous, mais moi c'était à peu près il y a 4-5 ans que j'ai commencé. Et je travaillais essentiellement sur ces technos. Donc je travaillais sur du Joomla, je faisais des templates et des composants en Joomla, avec du vieux CSS et du vieux HTML. J'avais beaucoup de jQuery partout sur mes pages pour plein de choses, pour rendre tout ça un peu plus dynamique et sélectionner mes éléments, etc. Je faisais du PHP et je tapais dans une base de données MySQL directement, hein, il n'y avait pas de framework, il n'y avait pas tout ça, c'était assez brut de décoffrage. Et j'utilisais le meilleur IDE au monde qui est Notepad++. Mais aujourd'hui ça a bien changé. J'ai un peu développé mon écosystème en même temps que l'écosystème lui-même s'est développé. Donc comme je vous l'ai dit, je faisais du AngularJS et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de faire du CSS brut, j'ai fait du Less, j'ai fait du Sass. Je fais aujourd'hui du React, mais en fait, on fait pas vraiment que du React. Quand on fait du React, on fait aussi souvent du Redux, ça va avec. On fait nos tests avec du Jest. Dès qu'on a une librairie intégrée, on a un module NPM à intégrer avec. Tout ça, c'est intégré dans du Git pour la version control. Je vous ai pas mis tous les IDE, mais bon, aujourd'hui, je suis sur VS Code. Parfois, je fais un petit peu de Vue, et puis j'ai du Node pour ma gateway. J'utilise du Babel pour transpiler mes fichiers. J'ai du Webpack qui me permet de bundler mon application, etc. Bref. Aujourd'hui, on a beaucoup de technologies pour finalement faire ce qu'on faisait avant également. Je vais donc vous parler un peu de Vanilla, revenir un peu aux bases. Donc Vanilla, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Vanilla, c'est le langage brut. C'est souvent associé à JavaScript, Vanilla.js. Donc pour vraiment comprendre ce que c'est au moment où vous créez un fichier toto.js, c'est Vanilla, c'est tout l'écosystème JavaScript, toutes les fonctions qui vous sont données directement par JavaScript, sans rajouter de librairie. C'est tout ce qui n'est pas customisé, donc pas de framework, pas de librairie, pas d'extra, pas de licorne non plus. Et voilà, c'est juste le langage. Juste pour faire un petit aparté, pour être très clair sur ce que c'est la différence entre un framework et une librairie, parce que je vais beaucoup parler des deux notions. Voilà, bon, vulgairement, en fait, vous avez votre application. La librairie, c'est ce que vous allez intégrer et appeler vous directement dans votre application. Le framework, vous vous intégrez à l'intérieur. Il a son propre écosystème et c'est lui qui gère le moment où il va appeler votre code. Bon, c'est très vulgaire, il y a plein d'articles très compliqués là-dessus, je vous laisse les lire. Mais voilà, c'est juste pour clarifier un peu le propos. Il y a un site assez rigolo, je ne sais pas si vous êtes déjà allé le voir, qui s'appelle vanillajs.com, qui vous dit qu'en fait, Vanilla.js est le framework le plus utilisé au monde. C'est un gros troll, Vanilla.js n'est pas un framework, comme je vous le disais, c'est juste le langage. C'est juste pour dire que tout le monde utilise le langage brut, et parce que le langage c'est la base de toutes nos applications finalement. Et justement, en disant que c'est la base de nos applications, je pense qu'il est très important aussi de dire qu'il faut apprendre le langage avant d'apprendre tout framework ou tout livre, ou de vouloir partir apprendre plein de choses. Parce qu'à un moment, vous allez forcément vous retrouver pris dans un bug ou pris dans un engrenage, et si vous avez un problème, il faut absolument comprendre ce qui se passe derrière pour pouvoir vous en sortir. Et donc voilà, apprendre le langage, c'est vraiment à la base de toute chose. J'ai orienté ma présentation sur tout ce qui est front, parce que je vous l'ai dit, je fais beaucoup de front, mais tout ce que je vais vous dire là, je pense que vous pouvez aussi le transposer pardon, sur tous vos... Enfin, sur du back, sur tous vos langages préférés et sur tous vos livres préférés également. C'est vraiment une notion qui est globale. Mais voilà, je vous parle du front aujourd'hui. Ce qui était compliqué auparavant, c'est que quand on avait une application à développer qui commençait à prendre un peu d'ampleur, on se retrouvait très vite avec une architecture assez complexe, assez difficile à maintenir, souvent faite maison, et qui était compliquée à apprendre à de nouveaux arrivants et à nous à maintenir également. On avait des pages qui étaient très statiques, donc je vous parle de l'ancien temps, hein, bien sûr. C'est-à-dire que
pour changer les données, il fallait soit recharger toute la page, soit on pouvait gérer ça avec des events et de la manipulation du DOM. Mais c'était assez compliqué à mettre en place, dans le sens où je vous ai mis 2 exemples ici. Bon, c'est vraiment 2 exemples, hein. Il y a plein d'exemples que j'aurais pu vous donner, mais ça, pour moi, c'est les 2 plus parlants. Pour manipuler du DOM, il fallait, par exemple, pour insérer de la data que vous avez reçue du serveur, aller sélectionner exactement l'élément du DOM que vous voulez mettre à jour et mettre à jour à l'intérieur la data que vous venez de recevoir. Et pour binder un événement, et vous récupérez pareil l'élément que vous voulez binder dans le DOM, vous lui dites quel type d'événement vous voulez lui donner, et puis vous lui donnez un callback derrière. Donc là, comme ça, c'est mignon, ça fait 2 et 4 lignes, il n'y a pas de souci. Par contre, je vous laisse imaginer que ça veut dire qu'il faut des ID uniques sur chacun de vos éléments de votre page, que pour chaque élément que vous voulez mettre à jour, il faudra mettre ces lignes de code en place également. Bref, on se retrouve très vite, si on veut avoir un truc dynamique, à avoir beaucoup de choses à gérer, et c'est très compliqué, et c'est très lourd, et finalement, aujourd'hui, on a bien sûr tout ce qui est lib et tout ce qui est framework qui nous permettent de répondre à notamment ces besoins. Donc encore une fois, je ne vais pas tous les citer. Et donc on a les frameworks. Les frameworks, c'est chouette, ça a plein d'avantages. Je vais en citer seulement quelques-uns, encore une fois, c'est ceux qui me parlent le plus. C'est que ça permet d'augmenter la vélocité de votre équipe. À savoir que l'équipe n'a plus besoin de se soucier de répondre à des problèmes complètement techniques, finalement, et a besoin seulement d'intégrer des éléments plus métiers à son application, à créer des composants qui répondent vraiment à un besoin métier. En termes de collaboration, c'est top. Vous avez une application en React, quelqu'un arrive, il fait du React, et bien, en fait, il sera très rapidement efficace sur votre projet. Vous n'avez pas besoin de lui apprendre tout, et il sera rapidement intégré à l'équipe et au projet. Les frameworks, c'est chouette parce que ça abstrait aussi beaucoup de code complexe. Il y avait des choses qui étaient très compliquées à faire auparavant. Le framework abstrait tout ça, et il vous donne juste un petit point d'entrée, et finalement, vous pouvez utiliser plein de fonctionnalités qui étaient difficiles auparavant à avoir, de façon simple. Bon, le moins, c'est qu'aussi, quand vous embarquez un framework, vous avez aussi toutes ces fonctionnalités dont vous n'avez pas forcément besoin qui viennent avec, mais finalement, c'est quand même assez pratique à la fin de pouvoir faire tout ça nativement, avec le framework. Et voilà, comme je vous le disais avant, on pense plus vraiment à l'implémentation, on pense plus vraiment à l'architecture, et on se concentre sur le métier, sur nos composants, sur la façon dont on va gérer notre UX, la navigation de nos pages, etc. Donc on n'a plus à penser et aux techniques, fonds techniques complètement, et au métier. On s'abstrait un peu de tout ça et on se libère un peu l'esprit pour ces choses. Mais parfois ça va un petit peu trop loin. Bon, là je vous ai mis une caricature complète de là où ça peut aller. Mais bon, je sais pas pour vous, mais en tout cas moi, c'est vrai que j'avais tendance à avoir ma lib préférée ou mon framework préféré que j'aimais bien utiliser, et en fait j'ai tendance à le mettre partout où j'en ai besoin, sans me reposer la question de est-ce que finalement j'en ai vraiment besoin, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire plus légère, ou une autre façon de m'en sortir sans embarquer tout ce code-là. Il y a GitHub notamment, assez récemment, qui a publié ce tweet qui dit qu'ils ont enlevé tout le code jQuery de leur page GitHub, en remplaçant par des choses parfois natives et parfois pas natives. Mais en fait, on a notre écosystème qui évolue globalement et largement, et qui nous permet aujourd'hui de supprimer des choses qu'on avait l'habitude de faire avant, notamment là jQuery. Et voilà, je vous ai mis le lien en bas si jamais vous utilisez encore jQuery et que vous voulez l'enlever. Il y a plein de méthodes qui vous permettent de le faire. Parce que bon voilà, après on a notre écosystème qui évolue et on n'a plus besoin d'avoir autant de lib et de complexité. Je vais vous parler d'un test technique que j'ai eu à faire il n'y a pas si longtemps. Donc c'était un test avec des spécifications sur 2 pages. On m'a demandé de créer une application front, donc absolument pas de back. On m'a donné une liste de features longue comme le bras, et j'avais officiellement 1 semaine, officieusement 3 jours pour le faire, évidemment. Et là, le coup près tombe, pas de framework. Bon, ma première réaction, ça a été celle-là, je suis honnête. C'est-à-dire que j'ai dû relire 3 fois la phrase avant de comprendre vraiment pas de framework. Et s'en est suivi ensuite tout plein de réactions. J'ai fait un peu mon deuil de React. Et la première réaction, ça a été voilà, mais le choc, le déni, la colère. Je comprends pas trop, je fais du React, et plus tard, on me demande de faire du React, et là, on me demande pas de framework. Quel est l'intérêt? Je comprends pas. Puis la dévalorisation, le regret. Est-ce que vraiment j'ai choisi de faire informatique? C'est vraiment mon choix, ça? Et puis en fait, à la fin, on accepte.
On se dit qu'on veut le faire, ce test, on veut le réussir, donc on se reprend en main et on y va. Pour répondre à ce besoin, ça m'a permis de me remettre un peu en question. Je suis reparti d'une page blanche. Et au début, ça fait super peur quand on a l'habitude d'utiliser des boilerplates qui nous mettent un peu tout ça en main. En fait, là, on se retrouve avec une page blanche et c'est difficile. Il faut retrouver comment on insère du CSS et du JS dans notre page, et vraiment, ça fait un peu peur. Mais voilà, je suis partie d'une base vanilla. Et au fur et à mesure, j'ai intégré des librairies qui répondaient à mes besoins. En premier, j'ai intégré Material UI, qui me permettait d'avoir un UX et un look and feel de mon application beaucoup plus sympa que du HTML basique. J'ai également intégré du Redux. Pour ceux qui ne savent pas, on peut aussi l'intégrer dans du vanilla et c'est assez chouette, ça marche très bien. Qui m'a permis de gérer en fait mon application en single page application et d'avoir plusieurs onglets et d'avoir un state global à mon application assez simple. J'ai également utilisé Moustache, qui s'intégrait très bien finalement avec Redux, qui me permettait d'avoir mes données mises à jour dans mon HTML par rapport à ce que j'avais dans mon JavaScript. J'ai également utilisé du Babel, qui me permettait d'utiliser des fonctionnalités de JavaScript qui ne sont pas encore, prêtes et de les transpiler en JavaScript, quoi, notamment le spread operator, que j'utilisais beaucoup dans Redux. Et enfin, j'ai utilisé Webpack pour à la fin pouvoir bundler mon application et petit bonus d'avoir aussi mon serveur en live reload directement. Bref, vous voyez qu'à la fin, je me retrouve avec une application qui n'a plus grand-chose de vanilla, puisque j'ai quand même intégré 5 libs. Mais en fait, ça m'a vraiment fait du bien dans le sens où je me suis reposé la question de à quel besoin je cherche à répondre au moment où j'intègre cette librairie. Et vraiment, pas directement à partir tête baissée dans mon framework ou dans mon application comme j'avais l'habitude de le faire. Et voilà, un besoin atomique, une librairie, et finalement mon application est simple et légère à la fin et fonctionne très bien. Ça m'a amené à me poser un peu la question de, finalement, les frameworks aujourd'hui, c'est bien, mais c'est pas non plus tout rose, c'est pas tout beau. Il faut savoir que c'est quand même une boîte noire à la fin qu'on a sur les frameworks, sur certaines libs également. Je parle notamment de mon expérience avec AngularJS, où à un moment, je me retrouvais avec cette erreur qui me disait « Digest already in progress ». Et là, on regarde, on se dit « Mince, j'ai créé un monstre ». Il digère, mais en fait non, il faut juste comprendre comment ça se passe derrière, et ça c'est vraiment pas simple au début d'aller chercher dans le code source, d'aller chercher dans la documentation un peu sombre. Et voilà, il faut bien avoir en tête que quand on amène une lib ou quand on amène un framework aussi complet, il y a des choses qui se passent derrière et il faut vraiment prendre toutes ces choses en compte pour pouvoir l'utiliser derrière. C'est très vrai en front, on a toujours un petit nouveau qui arrive, donc le dernier framework à la mode, etc. On a surtout beaucoup de mises à jour de librairies qui sont régulières, et souvent nos applications embarquent beaucoup de librairies, et c'est extrêmement important de les garder à jour, ces librairies, dans nos applications, parce que si jamais le browser évolue et que vous avez un bug qui a 15 versions plus loin résolues dans votre librairie, mais la mise à jour de votre librairie en sera que plus douloureuse pour vous. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête, de se dire que chaque choix technique de librairie ou de framework, il faut aussi le mettre en balance sur le fait que ça va évoluer. Et enfin, pour moi l'inconvénient aussi des frameworks, des librairies, etc., ça va être de dire que chaque choix technique que vous allez faire sur un framework ou sur une lib plutôt qu'un autre, ça va orienter vos choix architecturaux, ensuite vos choix techniques. Bon, c'est un peu moins vrai sur les frameworks front, sur les exemples Redux et RxJS, etc., parce que vous pouvez aujourd'hui l'intégrer sur plusieurs frameworks. Par contre, l'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est si vous utilisez une certaine librairie de composants graphiques en Angular, et bien, elle sera potentiellement pas compatible React. C'est vraiment l'exemple le plus basique que j'ai pu trouver, mais je suis certaine qu'on pourra en trouver plein si on cherche un peu. Et voilà, avoir ça en tête, se dire que si on utilise telle ou telle chose, eh bien, on ne pourra plus faire d'autres choses. On pourra en faire d'autres au contraire. Bref, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut se recentrer un peu sur le besoin plutôt que sur le moyen, plutôt que de se dire « Ok, on m'a donné ça à faire, ben, je sais faire du React, je vais le faire en React ». Non, en fait, pas forcément. Et je ne vous dis pas qu'à la fin, vous ne ferez pas du React. Hein. Peut-être qu'en fait, finalement, vous en aurez besoin. Mais se reposer la question de est-ce que j'ai besoin d'intégrer toute cette complexité, toute cette architecture, toutes ces libs pour finalement si peu de besoin, repenser à ce que l'utilisateur veut à la fin et ce que vous voulez produire et à toute la maintenance et à tout ce que ça implique. On a l'écosystème JavaScript aujourd'hui qui évolue énormément.
Il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant et qui deviennent natives. On a la sync await qui est arrivée, qui nous permet d'avoir des mécanismes simples sur des fetch. On a le spread operator, on a les promises, on peut importer, exporter des modules, etc. C'est assez intéressant et je pense que ça nous abstrait d'utiliser plein de librairies aujourd'hui, notamment plein de fonctionnalités qui sont présentes dans Lodash aujourd'hui, qui sont présentes nativement en JavaScript. Restez simple sur votre façon de penser, pensez unitaire, repartez sur des petits besoins et itérez et voyez si à la fin vraiment vous avez besoin de tout ça. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et bien merci.